Helmut Schmidt, le chancelier ouest-allemand, est arrivé à Paris il y a 1 heure. Il s'entretient en ce moment même en tête-à-tête avec le président Giscard d'Estaing avant un dîner de travail élargi. Accord signé à Genève sur le désengagement israélo-syrien, arrêt des combats dans le Golan, Henry Kissinger de retour à Washington rend compte de sa réussite au président Nixon. Mais il reste une étape capitale à franchir pour instaurer une paix durable au Proche-Orient, la situation des réfugiés palestiniens. Une interview dans ce journal de M. Yasser Arafat, président de l'OLP. La CGT et la CFDT présentent un front commun de revendications. Les deux centrales demandent notamment le SMIC à 1 200 francs pour 40 heures par semaine et le droit à la retraite à 60 ans. La Bourgogne va maintenant recevoir le programme de la 3e chaîne, M. Marsolon, présider à Dijon la mise en service du nouvel émetteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il n'y a pas d'ordre du jour précis pour ce premier tête-à-tête au sommet entre messieurs Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing. Mais il n'est pas difficile d'imaginer que leur discussion porte avant tout sur les difficultés économiques que traverse actuellement l'Europe. D'autant qu'en France, la hausse des prix de détail vient d'accuser, on le sait, une nouvelle progression assez spectaculaire. Le chef de l'État français et le chancelier ouest-allemand ont maintenant commencé leurs entretiens. M. Helmut Schmidt était attendu 1 heure plus tôt à Paris, mais son avion est arrivé avec 1 heure de retard. Il s'est donc rendu directement à l'Élysée et en ce moment même, donc, les discussions ont commencé. Les nombreux journalistes présents dans la cour de l'Élysée commençaient à se poser la question suivante. Mais qu'est donc devenue la fameuse, la légendaire exactitude allemande? C'est en effet avec plus d'1 heure de retard que le nouveau chancelier fédéral, M. Helmut Schmidt, a fait son entrée avec ce cortège de voitures dans la cour de l'Élysée. Il était d'ailleurs accompagné de M. Sauvagnargues, qui était arrivé quelques instants auparavant, et de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Paris, M. von Braun. M. Schmidt est donc entré à l'Élysée. Les entretiens ont commencé immédiatement avec le président Giscard d'Estaing. On ne sait trop rien de ce que se diront les deux hommes d'État. Il est certain qu'il sera bien entendu question de la relance de l'Europe. Cette Europe ne va pas très bien. Il s'agira tout d'abord de parer au plus pressé et donc de traiter des questions économiques. À savoir, il s'agira tout d'abord de compenser la disproportion existant entre, d'une part, la balance commerciale largement excédentaire de l'Allemagne fédérale et les autres balances commerciales européennes qui, elles, sont déficitaires. C'est donc dans ce sens que l'on attend vraisemblablement une initiative de la part de M. Helmut Schmidt et de M. Giscard d'Estaing, initiative qui pourrait redonner vie ou vigueur à la construction européenne. En tout état de cause, si nos informations sont exactes, rien de spectaculaire ne ressortira de ces entretiens, ou en tout cas, on ne voudra rien en montrer de spectaculaire, car il ne s'agit pas pour Bonn et pour Paris de mettre leurs partenaires européens des autres capitales devant le fait accompli et de donner l'impression qu'il y a une sorte d'axe Bonn-Paris dans la construction européenne qui serait prioritaire. Les entretiens se poursuivront après le dîner qui réunira en très petit comité messieurs Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing. Les entretiens se prolongeront très vraisemblablement demain matin. Ici l'Élysée, à vous Cognac-G. La journée, le grondement du tonnerre a ponctué ce 3e acte de la paix à Genève. Avec la signature de l'accord de désengagement sur le front syrien, pour la première fois depuis la guerre de 67, il n'y a plus de foyer de guerre au Proche-Orient. Cet accord constitue le 2e volet du triptyque de recherche de la paix. Au mois de décembre, les belligérants et les grands, en ouvrant la conférence de Genève, avaient installé le cadre de ce triptyque. En janvier dernier, 1er volet, avec l'accord de désengagement sur le front égyptien entre les troupes israéliennes et égyptiennes. Aujourd'hui, 2e volet avec le désengagement sur le Golan. Le panneau central, le plus grand est encore une page vide, c'est dire que le reste à faire est immense et de loin le plus difficile. Ce matin donc, à 11h15 au Palais des Nations, entrée des délégations composées de militaires, puisque l'accord est purement militaire. Les Israéliens prennent place et pour la première fois depuis 26 ans, des Israéliens et des Syriens s'assiedent face à face. Pas de poignée de main, cependant. Les Syriens même se sont efforcés de ne jamais regarder leur vis-à-vis israélien. La séance est présidée par le commandant en chef des forces de l'ONU. Il y a là aussi les représentants des 2 pays présidents de la conférence de Genève, l'URSS et les États-Unis.
Puis, coup de théâtre. Alors que le général Shafir signe le premier texte de l'accord, les Syriens exigent que les journalistes quittent la salle. À cela, une explication psychologique. En signant avec les Israéliens un même accord, pour la première fois depuis 26 ans, pour la première fois depuis la création, depuis la naissance d'Israël, les Syriens reconnaissaient implicitement l'existence de l'État d'Israël. Les Syriens n'ont pas voulu que la presse internationale soit le témoin de ce moment historique et les journalistes, les photographes et les caméramans ont dû quitter la salle du Palais des Nations. À leur sortie, après leur signature, les Syriens nous ont rappelé qu'à leurs yeux, cet accord n'est qu'un premier pas vers l'évacuation totale des territoires occupés et qu'il ne sera respecté que dans la mesure où le règlement global du conflit progresse. Le règlement global, c'est-à-dire le problème du reste des territoires occupés par Israël et le problème des Palestiniens. Voici, d'autre part, le point de vue du porte-parole israélien, M. Primor. Bien, je pense que ce qui compte, c'est que nous avons obtenu enfin la sécession des hostilités. D'abord, il n'y a plus de guerre d'usure, ce qui est extrêmement important. Ensuite, ce qui n'est pas moins important, c'est qu'il n'y a pas le risque qu'il y avait d'une escalade des activités militaires, car vous savez, une guerre d'usure, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Mais nous avons toujours dit qu'on rendra des territoires pour la paix. Là, nous avons rendu des territoires et des avantages stratégiques, non pas pour la paix, mais pour un espoir d'avoir enfin la possibilité de négocier la paix. Ce que nous avons obtenu, c'est que les couteaux soient au vestiaire, comme on a dit chez vous autrefois, et que par conséquent, peut-être on aura la paix. Si on aura la paix, bien sûr, ça ira beaucoup plus loin que l'accord d'aujourd'hui. On espère ici que la reprise de la conférence de paix puisse avoir lieu au cours de l'été. Nous laisserons le mot de la fin aux poètes sur des dessins de Picasso actuellement exposés à Genève et qui ont précisément pour thème la paix. Paul Éluard écrit « L'homme en proie à la paix se couronne d'espoir ». Le gouvernement français a accueilli avec satisfaction l'accord signé aujourd'hui et considère qu'il constitue un premier pas vers l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Il rappelle le texte commun aux 9 du marché commun rédigé au mois de novembre dernier et il déclare qu'à ses yeux, tout règlement de paix devra faire une part équitable aux aspirations légitimes des Palestiniens. L'accord signé à Genève, le bruit du canon interrompu sur le Golan, M. Kissinger est rentré à Washington pour rendre compte au président Nixon de sa mission, mais il n'a pas l'intention d'en rester là et rechercherait maintenant une solution au problème des réfugiés palestiniens. Comment va s'organiser la participation à la conférence de Genève des représentants palestiniens? Les organisations de résistance n'ont pas pour l'instant la même façon de voir. Les extrémistes revendiquent toujours la récupération de tout ce qui était la Palestine avant 1948. Les modérés sont moins exigeants. Ces derniers ont pour chef de file M. Yasser Arafat, mais nous allons entendre une interview de M. Arafat, puis le point de vue israélien. Vous qui étiez soldat sur le Golan pendant la guerre du Kippour, estimez-vous que cette signature de Genève représente en fait une victoire ou une défaite pour Israël? J'ai un avis personnel. Je pense que militairement, pour Israël, ça a été une victoire. Politiquement, ça a été une défaite dans la mesure où les gens, pensant que rendant des territoires, pour eux, représente une défaite. Moi, je pense que c'est rendre des territoires. On a toujours fait des déclarations en disant que les territoires, on les avait pas pris pour les garder, on devait de toute façon les rendre. Et je trouve que l'occasion s'est présentée de monnayer ces territoires pour une paix durable, dans la mesure où ça peut se faire. Alors moi je suis absolument pas d'accord avec lui parce que j'estime qu'en fait dès l'instant où il y a possibilité de dialogue avec les Arabes, c'est une victoire pour Israël. Puisqu'il y a un dialogue, on aura l'occasion de pouvoir parler avec les Arabes en face d'eux, c'est-à-dire à une table. Chose qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Alors c'est très important pour le peuple d'Israël, je crois. Vous sentez-vous en sécurité ici en Israël? Personnellement, oui. Même pendant la guerre, je n'ai jamais eu peur. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les gens et toutes les populations qui vivent tout près des frontières. J'ai très présent à mon esprit les événements de Kiryat Shmona et de Maalot. J'ai été profondément touchée. Mais j'espère beaucoup en la bonne foi des Syriens, dans les accords.
Et si toutefois il y avait des infiltrations, j'espère encore une fois que ce sera malgré eux et que nous tiendrons prêts à recevoir les gens. Je pense que nous devons compter que sur nous-mêmes. Et encore une fois, si on arrive à s'installer dans une atmosphère de paix, peut-être un jour, ce sera une véritable paix. Vous, Israéliens, comment envisagez-vous le problème palestinien? J'estime que le problème palestinien, c'est pas simplement un problème israélien. C'est également un problème arabe. Et je crois que jusqu'à présent, les Arabes ils se sont toujours servis d'eux pour faire les guerres. Maintenant, leur donner du terrain ici, je crois qu'on n'a pas de place. Il y a un peu de place dans le désert. Et ils n'ont qu'à faire comme nous, on a fait il y a 100 ans, construire des villes et des choses comme ça. Maintenant, en Cisjordanie, ils peuvent également très bien vivre là-bas. Et dans les pays arabes, il y a suffisamment de place pour eux. En Arabie Saoudite, évidemment, dans les pays où ils sont un habitant par, etc. Mais la cohabitation, je dis qu'elle est possible. Parce que je vois en... Les Arabes devaient aider les Arabes. Oui, je crois que je vois à Yafo, par exemple, les Arabes et les Juifs vivent très bien. C'est possible de vivre ensemble. Maintenant, il n'y a pas que nous qui devons faire des concessions pour les Palestiniens. Alors les Palestiniens argumentent que la Palestine était leur pays. Ça, c'est ce qu'ils disent eux, et nous, on dit que c'est notre pays à nous. Maintenant, si on demande à un Palestinien d'habiter où, si on veut lui donner un peu de place dans le désert ou en Cisjordanie, eux, ils veulent habiter peut-être à Haïfa ou à Tel Aviv, alors là, pas question. Donc c'est sans solution? C'est sans solution, à Haïfa et à Tel Aviv, oui, et dans les grandes villes, mais dans les petits coins, pour eux, il y a une solution. Après le désengagement en Égypte et en Syrie, la question palestinienne va gagner en acuité et devenir le problème fondamental à résoudre au Proche-Orient. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Que va-t-il se passer ensuite? Je pense que c'est là la question la plus pressante à laquelle nous aurons à répondre dans la période à venir. Que va-t-il se passer? La réponse tient à l'ensemble du rapport des forces palestiniennes, arabes et internationales qui détermineront la suite des événements. Il est évident que la position palestinienne sera essentielle pour l'avenir de la région. Et bien sûr, personne ne montre ses cartes. C'est pourquoi il vaut mieux, avant de vous répondre, attendre le moment où la révolution, la direction et les institutions palestiniennes pourront établir des plans nets et précis à ce sujet. Pensez-vous que les opérations en territoire occupé peuvent amener les Israéliens à négocier avec les Palestiniens et à les reconnaître? En premier lieu, ce n'est pas à la résistance palestinienne de reconnaître Israël, mais au contraire à Israël de se faire reconnaître par nous, qui sommes les propriétaires de cette terre, avec tout ce qu'elle a engendré comme problème. C'est pourquoi nous n'attendons rien de personne, et encore moins que notre ennemi nous reconnaisse. C'est à nous qu'il appartient de faire la distinction entre nos amis et nos ennemis. Le peuple français n'a jamais attendu au temps de l'occupation que les nazis le reconnaissent, mais il a imposé son existence en résistant. Bruxelles, les 9 se sont mis d'accord sur les concessions commerciales à accorder aux États-Unis. Ces concessions, qui visent à compenser les pertes subies par Washington à la suite de l'élargissement du marché commun, se traduiront par une réduction des droits d'importation des neufs sur un certain nombre de produits américains. Ces concessions ne seront proposées à Washington qu'après avoir été soumises aux pays associés à la communauté européenne. États-Unis, nouveau sommet entre les deux super grands. Le président Nixon fera une visite officielle en Union soviétique à partir du 27 juin. Il y restera environ une semaine. L'ordre du jour des entretiens, l'itinéraire du président Nixon en URSS et les escales qu'il pourrait faire à l'aller ou au retour seront annoncés ultérieurement. C'est en effet un accord d'unité d'action que la CGT et la CFDT ont conclu cet après-midi au siège de la CFDT. Georges Segui et Edmond Maire demandent l'ouverture de négociations à tous les niveaux pour obtenir satisfaction sur 18 objectifs prioritaires. Parmi eux, le SMIC à 1200 francs pour 40 heures et la retraite à 60 ans. Nous demandons donc à nos organisations de s'adresser à tous leurs interlocuteurs, patronaux, administrations et nous-mêmes au gouvernement et au patronat, pour que dans l'unité, partout, s'organise l'action indispensable et s'obtiennent les discussions et les négociations qui nous permettront d'apporter des satisfactions aux revendications des travailleurs. Est-ce que cet accord signifie qu'il n'y a plus aucune divergence maintenant entre la CGT et la CFDT, qu'il y a unité de vue sur tous les principaux points? Je crois que tout le monde va comprendre qu'il signifie qu'il y a une large identité de vue
entre les deux principales centrales syndicales nationales et qu'en ce qui concerne les responsabilités que nous avons à assumer pour la défense des revendications immédiates des travailleurs, nous sommes décidés à conjuguer nos efforts et cela sera sûrement enregistré par tous les salariés de notre pays comme un résultat positif et une preuve de l'efficacité de l'action syndicale. Cet accord remet à jour et confirme celui signé en 1970. Si la CGT et la CFDT, après quelques querelles, renforcent aujourd'hui leur unité, c'est en partie grâce à l'élection présidentielle. Elles ont combattu ensemble pour la victoire de la gauche et le résultat du 19 mai a créé, selon elles, un rapport de force nouveau en faveur de la classe ouvrière. Celle-ci doit affirmer sa cohésion, estime-t-elle, et l'accord d'aujourd'hui marque une étape importante dans cette voie. C'est au cours du Conseil des ministres du 19 juin prochain que le ministre du Travail doit présenter les premières mesures sociales du nouveau gouvernement. Auparavant, M. Michel Durafour souhaite rencontrer les syndicats afin d'entendre leurs propositions. M. Durafour a indiqué au micro de notre confrère Europe numéro 1 que sa vocation était de préserver l'emploi, de le développer et de l'assurer aux jeunes. Il a aussi l'intention de changer les conditions de travail. M. Giscard d'Estaing, a-t-il ajouté, n'a rien promis qu'il n'ait su être en situation de tenir. La troisième chaîne de télévision s'étend à travers la France. Elle couvrira maintenant la Bourgogne. Le président de l'office, M. Marsolon, était aujourd'hui à Dijon pour la mise en service de l'émetteur. Nous nous trouvons là, à la Trouhaut de Dijon, où va être édifiée une belle maison de l'ORTF. Tout à l'heure, la troisième chaîne de Bourgogne va être inaugurée. Tout cela, ce sont de gros investissements financiers pour l'Office. L'Office vient d'ailleurs de contracter un emprunt auprès d'une banque américaine. Pourquoi cet emprunt et que peut-on dire de la situation financière de l'Office? Je pense qu'il nous faut d'abord, de la situation où nous sommes, admirer la future maison de l'ORTF près de Dijon, dont nous allons voir la maquette et qui est vraiment splendidement située au-dessus de la ville. Avant de dire un mot des problèmes financiers qu'elle a pu nous poser, il est certain qu'aujourd'hui est un grand jour pour la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque l'ORTF y fait naître deux de ses grands équipements, une maison de l'ORTF qui s'édifiera ici, et l'arrivée de la troisième chaîne couleur dans la région, où elle pourra desservir dans l'immédiat 400 000 habitants, puis s'étendra peu à peu au fur et à mesure de l'installation des émetteurs. C'est effectivement pour la réalisation de ces investissements que l'ORTF a été amené, bien sûr avec l'autorisation du ministère des Finances, à contracter un emprunt de 120 millions de francs cette année. Et comme vous venez de le dire, il a été souscrit auprès de la banque Morgan. Ceci a fait couler beaucoup d'encre et a fait naître beaucoup de questions. On a dit à tort que cet emprunt était destiné à financer un déficit de fonctionnement. Il n'en est rien. L'emprunt que nous avons contracté ne sert à financer que le tiers de nos investissements, car nous faisons 360 millions d'investissements au moins cette année. Et pourquoi a-t-il été contracté auprès d'une banque américaine et en dollars? Eh bien tout simplement compte tenu des directives du Trésor français, car à l'heure actuelle, emprunter en dollars produit un effet désinflationniste et toutes les grandes entreprises publiques ont été conviées à le faire. C'est ainsi que l'EDF, la SNCF ont emprunté en dollars et ceci c'est dans l'intérêt de l'économie française. Pourquoi ce groupe? Eh bien en réalité plusieurs offres nous ont été faites et c'est celle-là qui était la plus avantageuse pour nous. Il y a actuellement quelques difficultés d'ordre social à l'Office. Il y a une grève en ce moment, il y a un programme minimum à la radio. Que pouvez-vous en dire et est-ce que des négociations sont prévues? Oui, c'est exact. Pour le programme minimum, je voudrais faire une mise au point car je pense que les auditeurs et les téléspectateurs peuvent être souvent désorientés par les annonces de programme minimum qu'ils ne voient souvent, et fort heureusement pour eux et pour nous tous, pas suivi d'effet car le programme passe à peu près intégralement et tel qu'il était prévu. Il me faut leur expliquer que c'est notre devoir pour assurer le minimum de programme, dès que nous sommes saisis d'un préavis de grève, de mettre en place les moyens qui assureront le minimum prévu par la loi. Ceci ne nous empêche pas, lors des prises de service qui ont lieu le matin et au fur et à mesure de la journée, compte tenu des personnels disponibles non grévistes et des moyens que nous pouvons mettre en œuvre, de faire beaucoup plus que le programme minimum, car le minimum n'est qu'un minimum comme le mot le dit. Et c'est ainsi que, malgré les précautions que nous prenons, nous espérons bien, nous avons pu le faire hier et nous espérons pouvoir le faire aujourd'hui, demain et d'autres jours si la grève se poursuivait,
faire beaucoup plus que ce programme minimum et donner aux téléspectateurs ce qui était pratiquement prévu dans leur programme. Est-ce que la régionalisation va se poursuivre, enfin, Monsieur le Président? Certainement, le plan que nous avions prévu et qui est exécuté déjà depuis plus de 2 ans, presque 3, se poursuit au rythme qui avait été prévu, rythme assez rapide puisque la 3e chaîne couleur ira 2 fois plus vite que n'était allée la 2e chaîne. Nous couvrons à l'heure actuelle à peu près entre 60 et 65% du territoire national et à la fin de l'année 75, nous serons entre 75 et 80%. Mais nous le faisons non pas pour le plaisir de faire des investissements, mais pour donner un contenu nouveau et une dimension différente à la télévision en lui permettant de se faire l'instrument de l'expression régionale. Une prévention de la délinquance a été définie aujourd'hui par Jean Le Canuet. Il assistait à la conférence des ministres européens de la justice. C'est sa première déclaration officielle. D'après Jean Le Canuet, l'effort doit d'abord porter sur les racines mêmes du mal, la concentration de la population dans les villes et les grands ensembles. Il faut repenser la politique française de coopération à l'égard des pays francophones du sud de l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Pierre Abelin, ministre de la Coopération. 3 groupes d'études seront créés à cet effet, a-t-il précisé. Pierre Abelin a rencontré également aujourd'hui M. Senghor, président de la République du Sénégal. En peut être à la fois agréable, intelligente et simple, Florence Thomas, 17 ans, élève du lycée Joliot-Curie de Nanterre, vient de recevoir le premier prix de littérature au concours général. Elle en est la première surprise. Moi, j'étais très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à cette bonne nouvelle. J'ai fait ça très simplement, très légèrement, et j'avais été à cet examen très décontractée. Bon, le sujet ne m'a pas tellement plu au début. Puis j'ai bien dû m'y mettre, et puis c'est bien terminé, quoi. Au lycée de Nanterre, Florence Thomas passe tout de même pour une brillante exception. Elle est aussi forte en histoire, en latin ou en anglais qu'en natation et en mathématiques. Comment trouvez-vous le temps pour être encore aimé de vos camarades? Je ne sais pas si je suis aimée de mes camarades, mais je peux vous dire que je suis déléguée de classe. Et je pense que... Enfin, ils m'ont fait confiance plusieurs fois de suite, puisque j'étais 2 ou 3 fois déléguée. Et cette année, j'ai apprécié encore plus, puisque c'était beaucoup plus important pour eux. C'était le passage en terminale, je crois que c'est le... Ils ont été heureux de votre succès? Ah oui, très heureux. Il y a eu une sympathie dans la classe que je n'aurais pas cru. Vraiment, j'étais touchée par eux. Premier prix de mathématiques, un Parisien, Jean-Claude Sicorave, élève du lycée Louis-le-Grand. L'année dernière déjà, il avait eu un premier prix de version grecque et un deuxième accessite d'anglais. Alors, l'épreuve, comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? Alors, l'épreuve dure 6 heures, mais en fait, ça fait pas tellement... On n'a pas l'impression que ça dure tellement longtemps parce que, par exemple, personne n'a réussi à finir. Donc, à la fin, c'était extrêmement pressé. 6 heures sans interruption? 6 heures sans interruption. Alors, sur place? Oui, on peut apporter son panier? Apporter à manger. Alors, je crois que tout le monde avait apporté à manger, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont mangé finalement. Mais assez pressé. Alors, 9 heures de mathématiques par semaine, si on sait qu'il y a à peu près 37 semaines scolarisées, ça fait combien de minutes de mathématiques par an? Ça, c'est un test, on essaye de vérifier qu'il mérite bien son prix. Sport, le Tour d'Italie, le Giro a changé de leader aujourd'hui. Eddy Merckx s'est emparé du maillot rose de l'Espagnol Fuente, victime d'une défaillance. En ce moment même, simultanément au Parc des Princes et au Stadium de Toulouse, se jouent les demi-finales de la Coupe de France de football. À Toulouse s'affrontent Monaco et Sochaux, et au Parc des Princes, à Paris, Saint-Étienne contre Reims. Un match qui a attiré la foule des grands jours. Des images et le résultat de ces matchs à 24 heures dernière qui vous sera présenté ce soir aux alentours de 22h40. Mais en ce moment même sur France Inter, modulation de fréquence, vous pouvez suivre le match Saint-Étienne-Reims en direct. Bonsoir.